Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS, au journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Inhumation, hier, des 27 militaires tombés dans l'attaque du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo, le 26 septembre dernier à Gaskindé. Nous y reviendrons et nous poserons aussi un débat. Quelle armée pour quelle guerre dans notre contexte sécuritaire? L'échange se fera avec Mahmoudou Savadogo, expert en sécurité. Et puis lourdeur administrative. Le capitaine Ibrahim Traoré a appelé à aller vite. Qu'est-ce qui explique justement ce manque de célérité dans nos administrations? Comment réduire cette lourdeur? Y a-t-il un danger à aller vite? Nous recevrons sur ce sujet Bruce Emmanuel Savadogo, administrateur civil, ancien DIRCAB du MATD. Et puis enfin, sport, retour sur des rencontres de la 4e journée du Face au foot. Royal FC Sonabel avec un score sans appel, 4-0. Nous serons aussi avec Claude Romba et recevrons donc l'ancienne footballeuse internationale Abibou Sana pour parler de football féminin et des initiatives qu'elle a pour promouvoir justement ce football féminin au pays des hommes intègres. C'est le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. Nous allons ouvrir avec le premier sujet que nous annoncions d'ailleurs en titre. Les 27 militaires tombés dans l'attaque du convoi de ravitaillement de la ville de Djibo le 26 septembre dernier à Gaskindé dans la région du Sahel ont été inhumés hier samedi. C'était au cimetière de Gounguin, donc de Ouagadougou. Avant l'enterrement, une cérémonie d'hommage a été organisée au camp Sangoulé-la-Mizana en présence du chef de l'État et le capitaine Ibrahim Traoré et du chef d'état-major général des armées David Cabré. Le détail dans ce reportage. C'est ici, au cimetière municipal de Gounguin, que les militaires tombés à Gaskindé lors de l'attaque du convoi du ravitaillement ont été conduits. Leur dernière demeure exigeait encore certains travaux. D'abord, vider l'eau des tombes pour qu'ils soient inhumés dans la dignité. Les forces de défense et de sécurité mobilisées sur place étaient à la tâche. Aux environs de 14 heures, le convoi funèbre arrive avec le corps pour l'inhumation. Les parents, amis et connaissances des victimes sont présents. C'est vraiment très douloureux, très douloureux. J'ai perdu mon frère, mon cousin direct, le sous-lieutenant Ludovic Ouedraogo. Il n'est pas indiqué que nous, qui sommes toujours en vie, nous restions dans les querelles de clochers pour compromettre l'avenir de notre nation. Et ils sont morts pour la nation, les armes à la main. Que le Seigneur les accepte dans son royaume. Il nous appartient de prier pour eux, pour le repos de leur âme, et que tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, femmes, enfants, la nation tout entière doit leur être solidaire. Le soldat de première classe, Ouattara Socrate, c'est un ami de longue date depuis l'enfance. On s'est connus. Moi, il est plus petit que nous en âge, mais on est ensemble depuis 2003-2004. Voilà, depuis, ça fait plus de 15 ans d'amitié, donc c'est vraiment écœurant ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut dire que Gaskindé, c'est plus qu'un drame. Ce qu'on est là à vivre, c'est triste et malheureux. On ne peut pas être colonel, lieutenant, capitaine, en train de se battre à Ouagadougou pour des postes ministériels, pendant que les jeunes sont en train de mourir. Ils doivent aller faire valoir leurs compétences. Ils doivent aller mériter maintenant leur galon qu'ils ont eu en période de paix. Les grandes douleurs sont muettes, mais sur les visages, l'émotion est encore vive. Dans les esprits, des interrogations. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc ce que nous, on demande, que les autorités qui sont là présentement, qu'ils y mettent beaucoup d'efforts, ils y mettent le sien pour que ces trucs-là ne puissent pas, c'est dit que ça ne puisse pas arriver. C'est douloureux, c'est très douloureux pour tous. Je sais que ce soit moi, que ce soit vous, chacun a quelque part a perdu un parent. Et ce n'est pas maintenant. On n'a pas besoin de trop de trucs pour pouvoir limer ces gens-là. Il faut de l'intellect seulement. On va les faire partir. J'ai perdu mon beau ici. Et je suis venu à l'enterrement du beau. Vous voyez que ça fait mal à tout le monde. Je ne peux pas comprendre, comme ce qu'il a dit, des Burkinabés tirés sur d'autres Burkinabés. Je ne sais pas l'occasion que tu as gagné, mais tu vas manger avec qui?
Un peu avant l'inhumation, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a au camp Sangoulé, la Mizana, rendu un dernier hommage aux 27 militaires. Il a salué la bravoure de ces soldats qui ont reçu à titre posthume la médaille militaire pour leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. En rappel, c'est le lundi 26 septembre dernier qu'un convoi de ravitaillement à destination de Djibo a été la cible d'une attaque terroriste près de la localité de Gaskindé dans la province du Soum, région du Sahel. En plus des dégâts matériels, cette attaque a coûté la vie à 10 civils et 27 militaires. 29 blessés ont été enregistrés et 3 personnes toujours portées disparues selon le bilan officiel. Les événements de Gaskindé, deuxième attaque meurtrière pour des convois autour de Djibo dans le même mois de septembre, interrogent sur notre stratégie de sécurisation de nos convois. Avant que des réponses y soient apportées, eh bien, Gaskindé a emporté l'ancien président d'Amiba. C'est la question sécuritaire d'ailleurs dans l'analyse de notre offre domestique que nous allons aborder à présent avec une question à laquelle tente de répondre l'expert en sécurité Mamadou Savadogo. Quelle armée pour quelle guerre? C'est la question. Le capitaine Traoré, dit-il, a aujourd'hui de nombreuses cartes en main pour mener des actions en vue d'une sortie de la crise. Mais au préalable, il faut avoir conscience de la profondeur de la crise qui nous affecte et se dire franchement, en se regardant droit dans les yeux, nous ne gagnerons pas cette guérilla en 6 mois, ni même en 1 an. Il y a un langage de vérité à tenir à la population. Dixit Mamadou Savadogo, expert en sécurité, qui est d'ailleurs notre invité. Bonsoir. Bonsoir. On a eu ces images tout à l'heure avec ceux qui sont tombés à Gaskindé, qui ont été inhumés. On pense encore à eux et on pense à leurs familles et leur souhaitons donc beaucoup de courage. Mais justement, relativement à cette actualité-là, il est une question qui revient, notre stratégie de sécurisation de convois. 2 attaques de nos convois en seulement 1 mois, septembre, et c'est très douloureux. Pour le premier, on a vu les qualificatifs, notamment de l'ancien ministre de la Défense en son temps, Simporé, qui parlait de cynisme, le 91e véhicule qui avait été sauté à distance, alors qu'il y avait des femmes et des enfants. Cette fois-ci, on voit, et on a eu en image, ce convoi-là qui a été attaqué, plusieurs vivres allaient en fumée, et puis beaucoup de nos hommes qui sont tombés, 27 qu'on a donc portés donc à leur dernière demeure hier, ça repositionne ce questionnement-là. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces 2 événements qui arrivent ce même mois et quel type de questions cela relève? Merci. Je dirais d'abord que pour ces 2 événements qui se sont passés dans la province du Soum, pour moi, on doit d'abord chercher à situer les responsabilités, c'est-à-dire faire un retour d'expérience et situer les responsabilités. Parce que nous avons vu des escortes de marchandises, des escortes de marchandises pour la ville de Djibo attaquées par 2 fois dans le même mois, sans qu'on ait changé notre propre mode opératoire. Je trouve qu'on ne peut pas chaque fois compter sur la chance pour que ça passe. Et c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on organise une escorte, on compte sur la chance. Et on doit effectivement changer la stratégie. Faire en sorte que lorsqu'on fait une escorte, que l'escorte, certes, même si elle est attaquée, qu'elle puisse correctement défendre les populations qui comptent sur elle pour pouvoir atteindre les objectifs. Et je pense aussi que nous avons été inconséquents. Ou bien je pense aussi que nous n'avons pas pris toutes les dispositions. Parce que quand vous regardez l'escorte de Djibo, on a dit près de 200 et quelques véhicules. 200 et quelques véhicules, ça veut dire qu'au minimum, nous avons 500 personnes. Parce que dans chaque véhicule, au minimum, il y a 2 personnes. Donc 500 personnes pour être escortées par moins de 100 ou bien moins de 150 militaires, c'est pratiquement les envoyer à l'abattoir. Ce n'est même pas possible. Et en plus de cela, lorsqu'on fait l'escorte, il y a un dispositif qu'il faut mettre en place. On choisit soit de faire la sécurisation des zones, c'est-à-dire on sécurise la zone avant que l'escorte n'arrive, et là on sait qu'on peut rouler sans problème, ou bien on fait une escorte normale conventionnelle, c'est-à-dire avec tous les éléments possibles. Donc vous avez un élément précurseur qui est à 5-10 km du convoi, et qui balise et qui informe le convoi. Si tout va bien, le convoi avance. Donc le convoi ne peut pas normalement tomber
dans une embuscade dans son entièreté, ce n'est pas possible et c'est inadmissible effectivement. Et nous, on a eu quelques témoignages, notamment de l'escapé, qui disait que même l'avion qui devrait peut-être éclairer, on ne sait pas, en tout cas nous ne sommes pas des puristes du domaine, il a essuyé des tirs, il était obligé de battre en retraite, sinon on allait le descendre. Ça se comprend? Sinon, quelle est son utilité il peut être descendu comme ça? Justement, c'est des avions, je pense que, et peut-être que c'est des avions qui ne sont pas adaptés à l'opération qui était menée. Normalement, des avions qui sont adaptés à l'opération doivent pouvoir normalement se défendre même et même protéger à travers des tirs, puisque le vecteur aérien sert à nourrir le feu et à soulager les hommes qui sont en bas pour qu'ils puissent effectivement se dégager du feu de l'ennemi. Et si le vecteur aérien ne peut pas le faire, à moins que ce soit un vecteur aérien d'observation, c'est-à-dire ils ont pour mission d'observer et d'informer s'il y a une menace quelconque. Et même si c'est ça, normalement, si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une équipe forte, une équipe choc qui est en mesure effectivement de riposter s'il y a une attaque. C'est-à-dire on sait qu'on ne va pas compter sur le vecteur aérien. Donc il y a tout ça qu'il va falloir revoir. Et ce qui est bizarre, c'est que pour la même escorte, lorsqu'on fait l'escorte de la mine de Bungu, elle n'est pas comme ça. Vous avez moins de véhicules, mais vous avez presque un bataillon. Vous avez au moins 300 à 400 hommes qui sécurisent cette escorte pour que la mine puisse être ravitaillée. Donc vous voyez qu'il y a 2 poids 2 mesures. Donc quelle est la logique? Il n'y a pas de logique. Donc il va falloir effectivement... Puisqu'on a plus de 200 camions en direction de Djibo, on sait que 200 camions, ce qu'ils transportent, c'est déjà très important. Oui. Et puis ce qui est attendu est vital pour une population comme celle de Djibo. Oui, c'est stratégique dans une guerre. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, et les groupes armés terroristes ont communiqué sur cette attaque. Ils ont dit que l'objectif c'était d'étouffer sur le plan économique cette ville. Et leur objectif a été atteint. Donc c'est pour dire que nous savons que c'est stratégique. Et quand c'est stratégique, on met tous les moyens pour que on puisse atteindre nos objectifs. Ce qui est intéressant au moins, c'est que Djibo en définitive a pu être soulagé et on espère que cela se fera davantage. Et puis on va retomber dans l'analyse que vous avez faite, c'est ce pourquoi d'ailleurs nous vous avons invité, un regard vraiment large sur notre offre domestique relativement à ce terrorisme-là qui est en train de nous prendre par la gorge. Vous dites qu'il y a un langage de vérité à tenir à la population, sur les délais même, pour pouvoir résorber la question sécuritaire. Pourquoi est-ce que vous le dites ? Je dis ça parce que nous ne pourrons pas gagner cette guerre sans la population. Nous ne pourrons pas gagner cette guerre tant que nous ne disons pas la vérité à la population. Nous ne pourrons pas gagner la confiance, le cœur des populations, si nous ne leur disons pas dans quel état est le pays et quelle doit être leur position dans ce dispositif, dans cette stratégie pour nous venir en aide. Nous avons besoin de la population dans cette guerre. Et pour que quelqu'un puisse vous aider, il va falloir s'ouvrir à cette personne. Donc il faut arrêter ces discours populistes, il faut arrêter de mentir à la population. Et ça c'est très important, c'est le préalable pour que cette population puisse accompagner non seulement son armée, mais aussi les politiques dans la quête de la solution, dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que par le passé, un passé récent, notamment avec Damiba, on n'était pas plutôt peut-être dans la sous-estimation de l'ennemi, la surestimation de nos capacités, ou bien c'était pour vous la claire mesure des choses, mais seulement on n'a pas voulu dire la vérité aux populations? Je pense que c'est le deux. On était dans la sous-estimation de l'ennemi. On a pensé à un moment donné que on pouvait vaincre cet ennemi-là avec des stratégies ou le peu de moyens que nous avions, c'est vrai. Mais aussi, on n'était pas dans un langage de vérité. Alors, en ne tenant pas un langage de vérité, les populations elles-mêmes ne sont pas préparées à cette guerre. Regardez comment les populations de Ouaga vivent, regardez comment les populations des grandes villes vivent. Tu as l'impression effectivement qu'ils ne sont pas en guerre parce que le discours étatique, le discours du gouvernement c'était que tout va bien, l'armée est en train de monter en puissance, nous avons pris toutes les mesures pour vous protéger, vous pouvez dormir tranquille.
Et je pense que ce langage, on doit taire ce langage et on doit dire clairement à la population que la situation est critique et la situation est catastrophique. Nous ne pouvons plus continuer comme ça parce que nous sommes en train de perdre tout le pays dans son entièreté. Vous dites qu'il y a une réforme générale de notre armée qui doit dessiner donc l'architecture d'une défense nationale solide. On a vu sous Damiba beaucoup de tentatives avec le quotidien, on a vu avec même la question des VDP, il y a BVDP, une brigade, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées. Pour vous, ça c'est pas assez, il faut du structurel encore plus? Il y a un socle que nous n'avons pas construit, sur lequel on ne s'est pas basé pour construire, pour mettre en place toute cette nomenclature de toutes ces stratégies. C'est la cohésion au sein de forces de défense et de sécurité. Et aussi le manque de leadership. Pour mener cette guerre, comme je l'ai dit, nous avons besoin de chefs militaires. De chefs militaires, de vrais leaders qui puissent effectivement conduire proprement et les hommes au terrain. Et des chefs militaires à qui les hommes font confiance. Si nous n'avons pas ces leaders, ça va être difficile. Et aussi si, entre les forces de défense et de sécurité, on n'a pas encore trouvé la cohésion sociale, ça va être difficile parce que cette guerre, elle est basée d'abord sur l'armée. C'est l'armée qui doit d'abord stabiliser le pays avant que effectivement le reste des entités étatiques puissent venir accompagner cette armée. Mais tant que cette armée est déchiquetée, tant que cette armée est déchirée, ça ne va pas être possible. Et vous avez vu que malgré toutes les dispositions qu'on a mises, on était toujours en train de basculer dans la violence. Et ça nous a conduit où? Ça nous a conduit vers un énième coup d'État. Ça veut dire qu'il y a un problème au sein de l'armée. Vous dites dans votre analyse qu'il y a le militaire qui a un genre de regard sur le gendarme, qui lui-même se plaint de n'être pas assez outillé face à une guerre qui est aussi à ses codes et ses réalités. Et vous dites qu'il y a des policiers qui, eux, sont à côté un peu humiliés et aussi sans être forcément adaptés à la réalité qu'on a aujourd'hui. Et puis, derrière tout ça, il y a une sous-exploitation même des eaux et forêts, des autres éléments que nous avons. Est-ce que c'est pas de la caricature? Parce qu'on nous a prêché aussi que bon, à un moment donné, il y avait certes cette désunion-là, mais bon, les brèches ont été colmatées. Alors, vous savez, tout comme moi, qu'il y a un problème. Il y a un problème en ce sens que, à un moment donné, à travers l'islam, le chef d'état-major de la gendarmerie a réclamé des moyens pour ces hommes. Et vous savez aussi que la police a toujours réclamé des moyens pour pouvoir venir à bout ou pour pouvoir faire face à l'ennemi. Si nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes, comment est-ce que ces hommes, comment est-ce que ces entités qui font partie et qui sont même le socle dans la lutte contre le terrorisme peuvent atteindre leur objectif? Comment est-ce que vous pouvez envoyer des gendarmes sans équipement ou sous-équipés sur le terrain pour qu'ils aient des résultats? On a besoin effectivement que chacun soit sur le même niveau, non seulement de formation, mais aussi que chacun ait l'équipement adapté à la mission à lui confier. Si vous nous confiez une mission à laquelle vous ne nous donnez pas les moyens, effectivement, ça va être difficile d'atteindre les objectifs. Et c'est la même chose que les hauts forêts et les douaniers. Vous savez que c'est des spécialistes. Nous avons dans cette lutte, nous avons une dimension criminelle. Et qui est le spécialiste de traquage? Qui peut traquer les fraudeurs, les trafiquants de carburant de moto? C'est bien les douaniers. Qui sont les meilleurs pisteurs dans les forêts où sont retranchés les groupes armés terroristes? C'est les eaux forêts. On devrait les impliquer dans toute notre stratégie et aussi on devrait faire en sorte qu'ils participent et aient la formation et les moyens nécessaires pour effectivement contribuer dans la lutte contre le terrorisme. Et enfin, je disais que les VDP qui sont hors de contrôle, effectivement, les VDP sont dans certaines zones de plus en plus hors de contrôle, en ce sens qu'on voit que les VDP sont abandonnés à eux-mêmes et se débrouillent pour survivre. Et dans cette débrouillardise, il est né ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Alors, ils s'enrichissent de plus en plus au détriment des populations parce qu'effectivement l'État n'arrive pas à tenir ses promesses parce qu'ils sont sans contrôle. D'où même la création de ce qu'on a appelé la BVDP pour tenter effectivement de canaliser, de contrôler ces VDP. Et je dis que si on n'arrive pas à contrôler ces VDP, ça va être notre prochaine lutte.
après cette guerre contre le terrorisme. Parlons maintenant et abordons la question de ceux qui sont en face de nous. Parce qu'il faut savoir aussi, quoi qu'on dise, qui est l'ennemi, quelle est sa force de frappe, à qui on a affaire, pour pouvoir, on va dire, mettre en face un dispositif, une stratégie qui soit à même de les contenir. Mais quand on regarde, dans ce que vous donnez comme analyse, vous dites que, 1, c'est des gens qui maîtrisent les zones d'intervention. 2, c'est des gens qui sont de plus en plus très armés, parce qu'on a vu que même en moyen de riposte, quand on a des flottes aériennes et tout, ces personnes-là sont prêtes. Et puis, aujourd'hui, ils sont vraiment très bien organisés. Quand on regarde, on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé là, pour des gens qui étaient d'abord aux frontières et aujourd'hui assez bien installés et qui, quelquefois, parviennent même à attaquer des camps où il y a plus de 100 hommes. Ça veut dire que là, on est dans une lutte conventionnelle et puis après se font dans la masse et attaquent aussi via le système guérilla. Comment est-ce qu'on fait? Alors, ça veut dire que c'est des gens qui se sont adaptés à la réponse que nous apportons. À chaque fois que nous tentons d'apporter une réponse, ils s'adaptent à cette lutte. Vous savez ce qui s'est passé à Gaskindé? Si on arrive à avoir une lecture claire, on va comprendre quel est le niveau d'expertise de ces groupes armés terroristes. Pour attaquer un convoi, escorté par des militaires, il faut une forme d'organisation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont attaqué à hauteur de Gaskindé? Ils ont attaqué à hauteur de Gaskindé parce qu'ils ont occupé les camps. Il y avait un camp militaire à Gaskindé qui a été abandonné. Et c'est à hauteur de ce camp qu'ils ont positionné les armes lourdes pour pilonner les premiers véhicules qui étaient en train de venir. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en ont pris aux vecteurs aériens avec les armes lourdes qu'ils avaient. Et c'est pour vous dire qu'ils ont ce qu'on appelle des unités spéciales. Okay. Et les unités spéciales, après l'appui-feu qu'ils ont eu, les unités spéciales montent au fond. Et ces unités spéciales sont des hommes aguerris, très bien formés, comme j'aime le dire, et aussi qui ont été des vétérans de guerre de l'Irak et de l'Iran. Ceux qui vous ont expliqué vous diront que c'était des gens de peau blanche. Qui étaient vraiment et qui les attaquaient. Et les militaires. Gaskindé. Oui, sur Gaskindé. Je parle de l'attaque la plus récente sur Gaskindé. C'était des gens de peau blanche, tatoués, et qui utilisaient même des chiens, des bergers allemands. Vous voyez à quel point ils ont évolué. Donc ça veut dire que c'est des entités assez organisées qui utilisent deux fois la méthode de la guérilla et deux fois la méthode conventionnelle. La méthode conventionnelle, c'est ce qu'ils ont fait à Gaskindé, c'est-à-dire monter une base d'assaut et à partir de cette base d'assaut, attaquer maintenant le convoi. Et il y a la méthode guérilla où ils arrivent dans les villes et les villages, ils arrivent maintenant à non seulement à se confondre dans la population, mais aussi à semer la terreur et la panique dans la ville. Donc nous avons une guerre asymétrique combinée à une guerre conventionnelle. Et si nous n'adaptons pas notre combat à cela, nous ne pouvons pas gagner ce combat. Il y a une question que vous posez, que faut-il faire? Vous parlez des bases opérationnelles avancées jusqu'à la question même de la formation des officiers et vous parlez de nombre de mois et tout. Expliquez-nous. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans le même chemin classique, traditionnel. Depuis, nous agissons comme si nous ne sommes pas en guerre. Nous agissons comme si tout était normal. On continue à former nos hommes sur 2 ans, nos officiers sur 2 ans. Même les sous-officiers sont formés sur 2 ans. Nous sommes en guerre. Si nous sommes en guerre, il est possible effectivement de former des sous-officiers sur 45 jours, sur 3 mois. Les officiers sur 6 mois, c'est possible. On a des modèles déjà comme ça dans le monde? On a des modèles comme ça dans le monde. On l'a en Afrique du Sud, on l'a en RDC. Et je le dis parce que moi je suis chargé d'aider l'ensemble des pays africains, parce que je suis un consultant pour l'Union africaine, et je suis chargé d'aider l'ensemble des pays africains qui veulent restructurer les armées et qui veulent aussi lutter contre le terrorisme. Et moi qui vous parle, je vous dis que c'est possible de former militairement quelqu'un en 45 jours. C'est possible. Avoir un officier plein. Oui, avoir un officier plein en 3 mois, 6 mois, c'est possible. Parce que l'objectif en le formant, c'est d'abord en le formant dans le but de mener une guerre, de mener cette guerre. Et après, il y a ce qu'on appelle les applications. Après, lorsque la guerre est finie, ils peuvent aller faire une application, c'est-à-dire compléter sa formation, qui est une formation théorique en ce moment. Et présentement, on n'en a pas besoin parce que les gens qui rentrent dans l'armée, ce sont des gens qui ont des capacités intellectuelles. Et je peux dire même qu'ils ont des capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire qu'ils assimilent très rapidement et ils sont physiquement aussi aptes. Donc ça veut dire qu'effectivement,
on peut renverser la tendance en ayant une administration de guerre, en ayant une réaction de guerre, en ayant un comportement de guerre. Effectivement, on peut aller très vite. D'accord, et vous dites aussi il faut des bases opérationnelles avancées, il faut répéter les actions de façon régulière, dans un rythme soutenu, empêcher l'ennemi d'avoir la libre disposition d'une zone, et puis former le cadre de l'armée comme vous le précisiez tout à l'heure. En quoi est-ce que c'est différent de ce qu'on a maintenant ? La question de répétition dans l'offensive, la question des bases opérationnelles avancées, on n'est pas dans le bon calibrage ? Non, présentement, on n'est pas dans le bon calibrage, en ce sens que, si vous avez remarqué, j'ai dit qu'on a des unités éparpillées, isolées. Et alors qu'il n'y a aucune chance de résister à ces groupes armés terroristes lorsque ces unités sont isolées. Et lorsque ces unités sont isolées, les moyens ne sont pas conséquents. Donc, c'est des petites unités. Donc, il faut peut-être les recentrer en des super camps et rendre mobiles des compagnies ou des escadrons beaucoup plus mobiles qui vont aller en propulsion et attaquer et revenir dans le super camp où ils savent qu'ils ont une protection. Il y a ça qu'il faut faire. Ensuite, il y a l'occupation du terrain. Vous ne pouvez pas empêcher ces groupes armés d'occuper le terrain. Okay. Mais vous pouvez les empêcher de créer des zones de confort. Vous pouvez les empêcher d'être à l'aise sur ce terrain, comme ce qu'ils font. Nous, quand ils prennent le terrain, ils minent, ils posent des mines, ils nous harcèlent sur le terrain. Mais nous, on peut faire en sorte que, pas parce que nous n'avons pas le droit de poser les mines, mais nous pouvons occuper le terrain de telle sorte que lorsqu'ils rentrent dans le dispositif, ils ne soient pas à l'aise. Alors que là, nous voyons qu'il y a des zones où ils sont à l'aise, c'est-à-dire où ils ont créé des couloirs, des bases de repli, où ils sont à l'aise, ils peuvent tranquillement circuler, aller d'une région à une autre. Et là, ça ne nous permet pas de contrôler ces zones. D'accord. Et on va terminer par la dernière question, parce que tout ça, ça doit être chapeauté par quelqu'un qui doit avoir un certain esprit. Vous dites, qu'est-ce qu'il faut donc pour ce dernier? Un chef militaire patriote, lucide, ordonné, brillant, ingénieux. C'est un portrait robot qui pourrait peut-être faire sourire certains, parce que tous ceux qui viennent vous diront que je suis patriote, lucide, ordonné, brillant, ingénieux. Le premier adjectif manque à beaucoup de gens, le patriotisme. Si on avait des chefs patriotes, on n'en serait pas là. Si on avait des chefs patriotes, notre armée allait être équipée. Ils allaient lutter contre la malgouvernance. Ils allaient avoir une tolérance zéro. Si on avait des chefs patriotes et qui ont pitié de ce pays-là, on allait avoir aujourd'hui des hommes au front qui ont tout l'équipement nécessaire et de qui on s'en occupe. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi je dis que c'est la base. C'est la base. Et ingénieux, parce qu'il faut faire l'économie des moyens. On a peu de moyens, il faut compter sur soi. Donc il faut adapter les moyens au combat que nous avons. Il ne faut pas attendre les gros moyens pour mener la lutte, puisque nous savons que ceux qui sont en face, ils mènent un combat, ils n'ont pas les gros moyens. Comme nous. Et comme normalement nous avons les moyens, voilà, comme une armée normale. Vous savez quelle est la définition de la guérilla? La définition de la guérilla, c'est la guerre du faible contre le fort. Le fort, c'est qui? C'est nous et c'est eux. Et si vous avez remarqué, partout dans le monde, peu de gens ont réussi à vaincre cette guérilla. Je vous rappelle la guerre du Vietnam que les États-Unis ont perdu. Vous vous rappelez aussi, en Afrique du Sud, il y avait une guerre qu'on appelle la guerre des bouts. Mais c'est pour vous dire aussi que pour gagner cette guerre, il faut être modeste, utiliser des moyens modestes, mais se battre avec le cœur. Se battre avec le cœur suppose que nous avons des chefs qui sont présents sur le terrain, des chefs qui savent galvaniser les troupes et des chefs qui savent effectivement se faire respecter et que les troupes sont prêts à accompagner. Parce que ces hommes, lorsque vous regardez, lorsqu'ils mènent une attaque, ils le mènent avec cœur. Et cette déchirure, effectivement, entre les différentes entités fait qu'aujourd'hui, c'est difficile. Et vous avez un dispositif qui manque à notre dispositif, c'est les forces spéciales. Les forces spéciales servent plutôt, vous voyez, servent plutôt soit à protéger le président, soit à aider à renverser le pouvoir. Mais l'importance des forces spéciales n'a jamais été aussi avérée que maintenant, parce que c'est eux qu'on doit projeter en profondeur de ces groupes armés terroristes-là pour pouvoir non seulement les infiltrer, les observer et les déstabiliser. Les forces spéciales n'ont pas leur place en ville, parce que c'est des gens qui sont très bien équipés, aguerris, c'est eux qui ont la meilleure formation. Et aujourd'hui, les groupes armés même nous incitent au contact.
au corps à corps. Et qui est mieux préparé pour faire le corps à corps? C'est les forces spéciales. D'accord, on l'aura compris. Et puis vous revenez sur la question de l'audit de l'armée. En tout cas, beaucoup de propositions assez intéressantes. On va s'arrêter là, parce qu'on peut taper 1 heure ou 2 heures à discuter de cela. Ce qui est intéressant, c'est que ça demeure toujours un sujet actuel et on espère vous l'avoir ici, et toujours pour donc avoir votre regard à travers votre prisme. Merci en tout cas, Mamadou Savadou, d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité. Ceci dit, on va passer à notre rubrique de ce JDS, c'est la rubrique Société. Sujet quelque peu lié, puisque Ryan Zigani, blessé à la mâchoire lors des événements du samedi 1er octobre dernier, donc hors des dangers. Après 5 jours passés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, il a subi une intervention chirurgicale. Ryan a regagné donc le domicile familial. Le pire a certes été évité, mais les parents gardent encore le souvenir douloureux de ces événements. Il a été rencontré parlant de ce jeune garçon par Maxime Jean-Eudes de Bambara et ses parents aussi ont eu à témoigner, et c'est dans ce reportage que nous vous partageons. Le sourire aux lèvres devant l'objectif de notre caméra, Ryan Zigani, atteint à la mâchoire par une balle perdue suite aux événements du samedi 1er octobre dernier, est de retour à la maison. Grâce au professionnalisme des agents de santé qui ont réussi l'intervention chirurgicale, la vie de Ryan est hors de danger. Oui, Ryan se porte bien. Voilà, Ryan, il a mangé, il est en train de jouer, ça va. Tu te portes bien? Oui. Ça ne fait plus mal ou bien tu ressens toujours des douleurs? Je ne fais plus mal. C'est ici, au quartier Karpala de Ouagadougou, devant le restaurant de sa maman, qu'il a reçu la balle. C'est dans mon restaurant que tout s'est passé, ça s'est passé devant moi. On était assises, il y a ma grande soeur qui est venue me rendre visite, on était assises. Maintenant les enfants étaient là, ils jouaient. Après ils sont rentrés dans la grande cour pour regarder la télé. Donc c'est en voulant fermer le kiosque maintenant que les coups sont venus un coup. Voilà, quand c'est venu un coup, nous-mêmes, il y a la grande soeur qui a dit qu'on n'a qu'à se coucher. Nous tous on était couchés à terre. Mais la grande soeur a vu que le petit n'était pas là. Elle a demandé où est Ryan, où est Ryan. Donc c'est là moi je me suis levée maintenant. J'ai regardé, je ne voyais pas l'enfant. C'est après maintenant j'ai vu que quand je sortais, j'ai vu devant la porte quelqu'un qui est couché. Donc selon moi l'enfant était toujours dans la cour. Le pire a certes été évité, mais la balle qu'il a reçue aurait pu être fatale. On s'est quitté là, c'est venu par là, sorti là et puis traversé comme ça et puis tombé. Conduit d'urgence sur moto par une bonne volonté à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle aux premières heures, il sera par la suite transféré à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il fallait déjà évacuer le sang qui était dans sa bouche. Et là, quand j'ai vu ça, immédiatement, je n'ai pas pu supporter. Immédiatement, j'avais des maux de cœur, tout ça. J'étais obligé de m'évacuer aux urgences. En tout cas, toute cette phase d'heure-là, je n'étais pas là. C'est le sang qui était vraiment un problème. Parce qu'il nous disait qu'il faut absolument du sang pour pouvoir sauver l'enfant. Immédiatement, partout, il n'y en avait pas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je ne peux rien dire parce que je n'ai même pas les mots pour dire à celle-là qui nous a vraiment aidés, pour mettre l'effort pour qu'on puisse trouver du sang. Donc, aux environs de 23 heures, comme ça, on a pu trouver le sang. Et c'est là maintenant qu'on a commencé à transfuser l'enfant. Et il a tenu jusqu'au lendemain. Le lendemain, c'est le dimanche 2 octobre. Une journée qui aura été assez éprouvante pour la famille. Il a fallu 2 poches de sang pour sauver la vie de Ryan. Finalement, c'est vers les 13 heures là, ils ont pu faire l'intervention. Et après l'intervention, ils sont allés dans la salle de réanimation. Là aussi, ça a pris tout au long de la nuit. Il était sous des trucs artificiels. Mais notre souhait seulement, c'est que le lendemain, on le trouve réveillé. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Dès 6h30 comme ça, à l'envers à 7h, l'enfant s'est réveillé. Ils sont l'action sociale. Voilà, c'est eux, ils sont venus. Ils sont venus une première fois et une deuxième fois. Je peux dire qu'on a reçu un peu de soutien puisque dès le début, c'est nous, on dépensait. Après, maintenant, on nous a fait savoir que c'était une prise en charge. Donc, tout ce qu'on faisait maintenant, c'est eux qui
on demandait plus d'argent. C'est ce jeudi 6 octobre que le petit Ryan a été libéré afin de poursuivre les soins en famille après 5 jours passés à l'hôpital. Les parents suivent de près l'évolution de la santé de leur fils de 9 ans en classe de CE2 qui devrait pouvoir reprendre le chemin de l'école dans les jours à venir sur décision de son médecin soignant. Un tout autre sujet, un autre que nous abordons et qui a été annoncé en titre. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, avait pris une ordonnance vendredi dernier, 7 octobre, relative à la gestion des finances de l'État. Jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement, les secrétaires généraux des départements ministériels ont les pouvoirs d'ordonnateurs principaux des crédits, programmes et des budgets annexes de leur ministère. Il faut rappeler aussi que lors de la rencontre de prise de contact avec les secrétaires généraux des départements ministériels, le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, avait précisé que tout est urgent au Burkina Faso, d'où son invite à se mettre à la tâche. Et dans son message aux secrétaires généraux chargés de l'expédition des affaires courantes dans les ministères, le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur la nécessité de mettre fin aux lourdeurs administratives qui empêchent le bon fonctionnement de l'administration publique et laissent conséquemment, dit-il, les usagers dans la jouissance de leurs droits. On en parle à présent avec un invité, Bruce Emmanuel Sabadogo. Il est administrateur civil, il a été DIRCAB au MATD, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a été aussi haut commissaire, il a été aussi SG de mairie, il a été directeur général des libertés publiques. On m'a dit qu'on est un administrateur bon teint pour nous éclairer sur ces questions. Bonsoir Sabadogo et merci d'être avec nous. Bonsoir M. Va. C'est un plaisir de vous avoir. Déjà, oui. Est-ce que vous partagez le constat du capitaine Ibrahim Traoré sur les lourdeurs? Je voudrais véritablement vous remercier pour cet invite qui nous permet de parler d'un sujet suffisamment intéressant. Et je crois que le contexte de notre pays fait que je partage entièrement les préoccupations du nouveau président. Parce que nous sommes dans un contexte où, effectivement, la crise sécuritaire qui sévit donc dans notre pays exige qu'on ait de nouvelles méthodes de travail. Les méthodes anciennes de travail, les lourdeurs, comme il a lui-même dit, sont des actions qui empêchent, effectivement, le bon déroulement de certaines activités sur le terrain. Et je crois que pour ce qui le concerne particulièrement, il s'agit ici, lui qui a été certainement un homme de terrain. Il s'agit ici sur des questions liées aux forces de défense et de sécurité, à prendre des mesures très urgentes pour permettre donc à l'armée d'être beaucoup plus opérationnelle sur le terrain. D'accord. Voilà. Avant de se projeter, déjà, qu'est-ce qui peut expliquer ces lourdeurs-là dans nos administrations? Vous savez, il y a plusieurs facteurs que moi je peux résumer en 3 gros facteurs. Il y a des facteurs humains, matériels. Il y a aussi des facteurs liés à la réglementation. Et enfin, il y a des facteurs sociologiques. Pour ce qui concerne les facteurs humains, l'administration, c'est un appareil, c'est vrai, mais qui est occupé par du personnel. Ce sont des humains qui travaillent. Vous avez des gens qui sont très bien formés, parfois, et donc qui ont le sens de la responsabilité, qui ont le sens du civisme, qui travaillent donc pour l'intérêt général, comme vous avez également des personnes également qui peuvent être mues par des questions de paresse et autres, beaucoup de laxisme et autres. Donc ça, ce sont des facteurs humains. Il y a ensuite des facteurs matériels. Vous savez, dans nos administrations, vous avez des administrations qui sont très bien équipées, qui permettent donc à des acteurs d'aller très vite avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme vous avez certains pans de l'administration qui sont insuffisamment équipés, qui travaillent toujours avec du matériel très très dépassé. Vous avez aujourd'hui, même aux États-Unis, avec un simple tweet, le président des États-Unis envoie un message. Et nous voulons encore rester dans notre système qui date depuis les périodes coloniales, avec des messages ratés, avec des messages qui n'arrivent pas très vite. Je pense qu'il faut utiliser les nouvelles technologies des communications pour aller très vite. Ensuite, il y a des facteurs liés à la réglementation, donc toutes les procédures, vous voyez, qui font que l'administration c'est une très grosse machine, qui fait que des décisions sont difficiles à prendre et il n'y a pas suffisamment de délégation en ce qui concerne la décision. Parfois, l'agent attend que son supérieur hiérarchique donne son OK, lui aussi il attend que le directeur donne son OK, le directeur attend que son directeur général donne son OK, que le secrétaire général du ministère donne son OK, afin que le ministre puisse décider.
Bon, tout cela nous met donc dans une situation de lourdeur, et je crois que pour ça, il faut ce qu'on a appelé donc dans la science administrative la subsidiarité, permettre à la décision d'être prise à un échelon qui lui permette donc d'être efficace donc, et beaucoup plus opérationnel. Enfin, il y a des raisons sociologiques. Vous savez que notre administration est héritée depuis la période coloniale, où ce n'est pas le management qui a lieu, mais surtout un système de commandement. Les gens se sentent dans leur confort et veulent commander. C'est parfois psychologique, sociologique. Quand vous avez un responsable qui est nommé, ce qui le préoccupe, c'est comment est-ce qu'il assure donc sa force, son commandement sur le terrain. Alors qu'il faut, à un moment donné, donc arriver à prendre des décisions au niveau où la décision va être plus efficace et que le chef s'occupe à autre chose. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau de la police nationale, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé, par exemple, au niveau de la police de Ouagadougou, le commissariat central de Ouagadougou. Il fut un moment où les gens attendaient, allaient déposer, par exemple, leur dossier pour une simple légalisation, et on leur dit de revenir à 15 heures. Alors que les agents sont là, on peut bien donc légaliser les documents. Et puis il y a eu un leadership à un moment donné qui faisait que vous venez avec votre dossier, mais les agents sont assis et alignés, ils regardent le dossier, vérifient donc l'exactitude du dossier, apposent les signatures et vous permettent de partir en moins de 5-10 minutes. Ça, ce sont des raisons. Moi, j'ai été également au niveau de la Direction générale des libertés publiques où le ministre, à un moment donné, a été obligé donc de faire une délégation de signature pour la signature, par exemple, des associations. Avant, vous savez, chaque année, nous avons plus de 3000 dossiers d'associations qu'il faut signer. Et en son temps, c'était le ministre seul. Mais s'il doit signer que les dossiers d'associations, il n'a plus rien à faire que de signer les dossiers d'associations. Donc, à un moment donné, le ministre de l'administration territoriale a fait une délégation de signatures permettant au directeur général de signer les dossiers d'associations courantes, de développement et autres. Et lui, il signe les dossiers de syndicats, de fondations et autres. Ça permet une meilleure opérationnalité, donc, au niveau donc, de l'administration publique. Sur les raisons, vous avez stratifié les choses en 3 niveaux. Maintenant, concrètement, parce qu'il y a cette envie d'aller vite pour le capitaine, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter pour alléger ici et maintenant ? Oui, moi, je crois qu'il faut une dose de formation pour les agents. C'est l'un des facteurs principaux. Je crois que la plupart des agents qui sortent de nos écoles de formation n'ont pas de formation continue. Il faut les former de sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces et qu'ils soient à même de répondre aux exigences du moment. J'ai parfois comme l'impression que la société a évolué plus que notre administration. Vous avez des informations qu'on voit sur les réseaux sociaux et l'administration tarde même parfois à réagir. Donc il va falloir utiliser les nouvelles technologies de la communication pour permettre aux gens d'aller très vite donc, dans ce sens. Ensuite, il faut déléguer au maximum les prises de décision. C'est vraiment une donne. Cela n'enlève en rien donc la responsabilité de l'autorité, parce qu'une délégation de signature, il y a une compétence partagée. Donc il va falloir que là où le niveau de responsabilité permet à un directeur ou à un agent de pouvoir décider, qu'on puisse aller très vite. Ensuite, ce qui est beaucoup plus important également, il faut un système de suivi-contrôle. Il faut que nos inspections soient à la tâche. Il faut faire de telle sorte que les gens qui viennent dans nos administrations puissent venir à l'heure et puissent se répartir en temps opportun, et que le travail pour lequel ils ont été, donc ils sont là, on puisse le faire donc avec beaucoup plus d'efficacité. Donc il va falloir que nos inspections soient beaucoup plus réactives et que justement les leaders donc des différents ministères et autres puissent également donc sonner donc le glas pour nous permettre donc d'aller plus vite dans nos administrations. Des propositions intéressantes, mais aller vite, c'est bien, mais est-ce que par moment il n'y a pas d'inconvénients? Alors, il y a des inconvénients partout. Je crois que le Burkina est parti également donc d'un certain nombre d'instruments au niveau sous-régional et au niveau régional. Quand vous prenez un certain nombre d'aspects liés par exemple aux finances publiques, il y a des procédures qui sont établies au niveau sous-régional. Immuables.
surtout sur des questions de dépenses de finances publiques. Et donc, quand vous voulez aller vite sur ces aspects, et bien sûr, on va avoir des soupçons de corruption et tout cela. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est le contrôle également a posteriori. Okay. Au lieu de faire un contrôle a priori, il faut laisser peut-être l'agent exécuter sa tâche et après maintenant faire un contrôle a posteriori. Mais il y a des aspects sur lesquels il faut rester très ferme, surtout pour ce qui concerne les dépenses publiques, mais pour ce qui concerne la papyrasserie administrative, je crois que rien ne nous empêche, en ce 21e siècle, d'aller très vite dans ce domaine-là et éviter donc la bureaucratie très lourde. Pour une simple signature, on n'a pas besoin de dire à l'usager d'aller et de revenir le lendemain. Parce que l'agent est là pour ça. Il a été assigné pour ça et il a été formé pour cela. Donc, tout cela, c'est une culture. C'est une culture administrative qu'il faut développer dans nos administrations. Vous savez que les systèmes sont très différents. Notre système, c'est un système purement hérité de la colonisation, comme je l'ai dit. C'est un système français. On a cette façon de faire, une culture, donc voilà. Il faut à un moment donné mélanger d'autres cultures avec la culture anglo-saxonne qui nous permettent de décider très vite. Quand vous allez au Ghana ou au Nigeria, parfois, vous avez l'impression que nous ne sommes pas sur le même continent. Parce que simplement, il y a des décisions qui se prennent très rapidement pour permettre aux usagers de vaquer à d'autres préoccupations. D'accord, on parle toujours de la question de célérité et ou de lourdeur dans nos administrations. On voit que c'est vraiment une préoccupation pour le capitaine Traoré. Et quand on regarde aussi, il y a les dernières décisions, notamment qui renforcent, on va dire comme ça, la compétence des SG, d'autant plus qu'il n'y a plus de ministre, il n'y a pas de ministre en tout cas pour l'instant. Et donc quand on regarde, même ils deviennent maintenant ordonnateurs principaux des crédits, programmes et budgets. Quand il les avait reçus dimanche dernier, il leur a dit occupez-vous de ce qu'il faut, parce que jusqu'à maintenant on n'a pas de ministre, jusqu'à ce qu'on en ait, eh bien vous avez à vous occuper de ces choses-là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ce renforcement de pouvoir? Dans tous les cas, il y a un danger et il y a des risques, que ce soit un système normal ou un système exceptionnel, il y a des risques. Mais je crois que les secrétaires généraux des départements ministériels doivent s'entourer de compétences diversifiées avant la prise d'un acte quelconque. Je crois qu'ils ne sont pas seuls. Ce sont des gens, à mon sens, qui sont très bien formés dans des écoles de formation. Et ce sont des personnalités qui ont des conseillers techniques et des chargés de mission, des personnalités qui ont des directeurs généraux et parfois des services juridiques. Il faut faire de telle sorte que ces personnes soient intéressées à la chose, que ces personnes soient consultées, que ces personnes soient mieux conseillées avant la prise donc de décision. Je crois que si on fait ainsi, on réduit les risques donc de dérapage. Mais si le secrétaire général se permet à lui-même de prendre des décisions sans consulter ses conseillers, sans consulter les directeurs techniques sur des questions spécifiques, il peut commettre beaucoup plus d'erreurs. Je crois que c'est, comme les militaires ont l'habitude de le dire, c'est le terrain qui commande la manœuvre. À l'heure actuelle, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et il faut permettre à ces personnes-là de pouvoir assurer la continuité de l'administration publique. L'administration ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement. L'administration doit continuer de travailler avec les secrétaires généraux et avec le personnel administratif qui doit être dans le bureau de 7h30 jusqu'à l'heure convenue, qui doit continuer à travailler et assurer un service public auprès des usagers. Parce que la mission première de l'administration, ce sont des missions d'État, des missions de service public. Qu'il y ait un gouvernement ou non, et on a vu sous d'autres cieux. En Belgique, ils ont passé plus de 3 ans sans avoir de gouvernement. Ça n'a pas empêché à l'administration de travailler. Dans d'autres contrées, il n'y a pas eu de gouvernement, mais l'administration, c'est un appareil, c'est une machine. Il faut permettre donc aux agents qui ont été formés pour cela de pouvoir fournir des prestations de services, mais parfois, pourvu que ce soit fait dans la légalité. Et comme les secrétaires généraux ont été donc sollicités par décret à pouvoir assurer l'expédition des affaires courantes, ils sont dans la légalité du moment et ils peuvent assurer donc. Dans tous les cas, s'il y a des dérapages, il y a des moyens de contrôle pour pouvoir corriger tout cela. Justement, le capitaine Traoré mettait le doigt sur, on va dire, un phénomène qui est bien connu des Burkinabés, chacun s'en plaint. Vous avez des gens qui sont au ministère, mais qui sont des champions d'en retarder les dossiers des gens. Oui. Et il lui dit,
Désignez-moi ces messieurs-là pour qu'on règle l'affaire. C'est vrai que ça fait sourire, mais c'est une réalité. Beaucoup de Burkinabés vous le diront. Ce monsieur-là, si tu vas au ministère, si c'est lui qui a ton dossier, mon ami, tu es foutu. Mais comment on peut comprendre ça dans notre administration? Alors qu'il y a des responsables qui veillent, qui devraient normalement veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre de délicatesse. Tout à fait. Je crois que le capitaine lui-même, il n'avait même pas besoin de le dire. Parce que là, c'est une question de responsabilité. Moi, je trouve que parfois les gens fuient leurs responsabilités. Quand on est directeur, mais on assure la responsabilité de sa direction. Et il faut que les gens arrivent à s'assumer. Le président ne peut pas descendre jusqu'au bas niveau, regarder le travail d'un agent. Chacun à son niveau d'échelon doit pouvoir assurer une certaine responsabilité. Le chef de service, il est le chef de son service. Quand il y a des manquements, la loi lui confère la possibilité de sanctionner un agent. Mais il ne le fait pas. Il attend que le directeur sanctionne. Et le directeur attend que le directeur général sanctionne. Et le directeur général attend que le secrétaire général sanctionne. Et le secrétaire général amène le dossier auprès du ministre pour qu'il sanctionne. Si le ministre doit amener ça auprès du président pour qu'il sanctionne, on ne s'en sortirait pas. Je crois qu'il y a un niveau de responsabilité qu'il faut assumer depuis la base. Quand on est chef de service, on est le chef de son service. On doit soi-même donner l'exemple et à partir de ce moment, lorsqu'on applique une sanction à un agent, l'agent est obligé donc de respecter la sanction. Mais quand soi-même on fuit la responsabilité, qu'on est chef de service, qu'on est directeur, qu'on a un absentéisme chronique, qu'on ne peut pas régler les dossiers à temps, on ne peut pas donc sanctionner son agent. Donc il va falloir qu'à un niveau donné, que dans les départements ministériels, que les ministères, les ministres aient la responsabilité, et ils l'ont déjà, il suffit de l'appliquer. Je pense que nos textes sont parfaits sur cela, sur ce type de questions, mais seulement on refuse de l'appliquer parce que simplement on ne veut pas faire du mal à autrui, mais en réalité, quand on ne le fait pas, on fait du mal à toute la société. C'est cela. Peut-être dernière question, ça part de constat. C'est vrai que le capitaine Traoré a été clair pour ce qui est des véhicules qu'on a dans les parcs auto. On sait que les ministères en ont plein. Il y a une petite pièce qui manque et puis c'est garé là pendant 6 mois. C'est une réalité, mais dès qu'il demande qu'on voit ça de façon plus pratique, on se rend compte que chacun des ministères commence à déclarer le nombre de véhicules qu'il a qui en fait pourraient rouler. C'est un peu risible, mais alors que c'est cette même administration-là qui aurait pu faire cela. Il faut que quelquefois on serre un peu, ou bien qu'il y ait quelqu'un qui tape du poing sur la table, ou bien même entre fonctionnaires eux-mêmes, pour la question de comment dire ça, d'avancement et autres. On sait que c'est la croix et la bannière. Pour certains agents de la fonction publique, venir à Ouagadougou, on dit bon, revenez dans 2 semaines pour un document dont il a besoin, qui pourrait l'aider dans son reclassement. Ça devient difficile. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours ça? Mais je crois que le problème est immense et global à la fois. Moi, je vais, en plus des exemples que vous donnez, moi, je donne un exemple qui est patent. Lorsqu'il y a eu le coup d'État le 24 janvier, mais je peux vous assurer que jusqu'au mois d'août passé, et même le mois de septembre, il y a des ministères qui n'avaient pas leur organigramme. Les derniers organigrammes qui fonctionnaient difficilement. Donc, déjà, vous n'avez pas d'organigramme. Et en plus de cela, mais bien sûr, les directeurs ne sont pas nommés dans ces départements ministériels. Comment est-ce qu'on peut être dans un régime de transition et qu'on traîne avec des dossiers jusqu'au plus haut sommet de l'État? Il y a un problème quelque part. Parce que faire l'organigramme d'un département ministériel, on n'a pas besoin de 2, 3, 4, 5, 6 mois pour le faire. Parce que les exemples sont légion. Le Burkina existe depuis les années 60. Il y a des départements ministériels qui ont été faits. Il suffit de prendre des exemples, de justement regarder les organigrammes des départements ministériels et en moins de 2, 3 semaines, maximum 1 mois, donc écrire un organigramme et puis adopter ça en conseil de ministres. Donc le problème est suffisamment global et il faudrait donc qu'on puisse le résoudre. Et comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, il faut un leadership à tous les niveaux. C'est le leadership. Quand vous avez un certain leadership à la tête de l'État, des leaderships auprès donc des départements ministériels et dans toutes les directions, les choses avancent.
Et c'est ce qu'on pourrait donc. Et c'est ce qu'on souhaite donc pour le ça Burkina. avance, mais on aura aussi un regard critique tout au long, et puis aussi peut-être un genre de bilan à faire de ce qui est en train d'être donné donc comme tentative et impulsion de notre administration. Merci en tout cas, M. Manuel Savadogo. Je rappelle que vous êtes administrateur civil, ancien DIRCAB au MATD. Il a été aussi haut commissaire, ancien SG de ministère et directeur général aussi des libertés publiques. Merci d'être passé et de nous avoir éclairé là-dessus. Merci beaucoup. Merci, M. Ba. On va poursuivre ce JDS avec la dernière des rubriques, c'est la rubrique sport. Nous allons nous intéresser à la 4e journée de Ligue 1 avec 2 rencontres. On va aller au stade municipal Issouf-Joseph Konombo avec un certain Majestic. C'était le 8 octobre, donc hier, face à l'AS Douane. Un match très engagé, mais qui a laissé le public sur sa soif en première partie. Les deux équipes vont revenir à la pause avec d'autres ambitions, celle de repartir donc avec les 3 points. Et ce sont les douaniers qui finissent donc par l'emporter sur un score d'un but à 0 et se lance donc sérieusement dans la course pour le titre. Hyacinthe Savadogo. L'AS Douane au-dessus du Majestic. Un match comptant pour la 4e journée de la Ligue 1 ce samedi, les Gabelous n'avaient qu'un seul objectif, avoir le gain du match. Et pourtant, le début n'a répondu à cet objectif. Les poulains de Kamou Malo n'ont pu créer que quelques occasions en première partie du jeu. Des situations qui n'ont pas fait peur à leurs clients du jour, bien en place. À la reprise, le match va changer de physionomie. Les occasions vont se multiplier de part et d'autre. Mais les plus réalistes sont les Gabelous. Sur cette balle bien combinée, Assami Sansanda ouvre le score et permet à l'AS Douane de souffler. Le club de Sapounet fera tout pour rattraper le retard, mais en vain. À quelques minutes de la fin, l'AS Douane sur ce ballon était tout proche de faire le break, mais le gardien du Majestic l'écarte. Un but à 0 au coup du sifflet final. Même si l'essentiel est fait, Kamou Malo est conscient que son équipe n'aura pas de cadeau cette saison. Un match reste un match, ça se joue jusqu'au bout. Donc vous pensez que l'AS Douane doit marcher sur toutes les équipes? Non, moi je ne vais pas vous laisser mettre la pression par rapport à ça. Les matchs, on va les jouer match par match et je suis convaincu que cette année, nous on n'aura pas de match facile. Ça au moins c'est sûr. Alors chaque équipe voudra jouer son meilleur match face à l'AS Douane. Alors nous sommes conscients de ça et si on peut gagner tous nos matchs 1-0, 1-0, rendez-vous à la 30e journée. Même si dans l'ensemble, son équipe a fait de son mieux, Moussa Sanogo de Falcao reconnaît que beaucoup de choses restent à parfaire. Non, bon, c'est vrai que nous avons un problème dans l'entrejeu parce qu'au niveau du milieu de terrain, on n'a pas une bonne maîtrise de balle au niveau du milieu de terrain. Ça nous handicape beaucoup. Mais je pense que c'est dû au départ de certains cadres qui faisaient le jeu au milieu. Donc on est en train d'adapter à notre milieu. Et je pense que ce soir, même si le jeu était laborieux, je pense que dans l'ensemble, j'ai vu une petite progression. Il va falloir rapidement se remettre en cause et puis travailler plus dur qu'avant. L'AS Douane, après avoir remporté ce match, se place au haut du tableau et se lance en même temps dans la course pour le titre. Retour sur ce plateau pour une autre rencontre, toujours hier samedi, et cette fois-ci on va aller à Bobo Dioulasso avec, je vais me retrouver dans mes fiches, je pense que c'est Royal FC, voilà, AS Sonabel, le score il était sans appel, 4 buts à 0, et l'AS Sonabel qui ne comptabilise qu'un point sur 4 matchs, ou 3, et le Royal FC qui se confirme en tout cas comme la bête noire des grandes équipes comme on les appelle du championnat. Le Royal FC de Bobo Dioulasso en pleine boue à l'occasion de la 4e journée de la Ligue 1. Face à l'AS Sonabel, les boys du président Karim Barrow auront été sans pitié. Dans cette rencontre, ils n'ont laissé que des poissons congrues aux électriciens. Si la première période est largement à leur actif, ils ne peuvent tromper le portier électricien et sont obligés de regagner les vestiaires sur un score de 0 but partout. En seconde partie, les choses vont vite. Les boys ne mettent que 2 minutes pour trouver la faille. Décalé sur la droite, Saturnin Basier d'une frappe croisée donne l'avantage à son équipe. Une réalisation pleine de maîtrise qui ouvre la voie du succès au Royal. 15 minutes plus tard, les boys reviennent à la charge avec Alexandre Sanou qui profite d'une bévue du portier adverse pour inscrire le deuxième but de la rencontre.
Passeur sur l'ouverture du score, Alexandre enfonce un petit peu l'AS Sonabel. Obligé de réajuster son équipe suite à plusieurs cas de blessure, Drissa Ouedraogo assiste impuissant aux 2 autres buts des Boys. Issa Kone à la 87e et surtout Cédric Barreau à la 90e d'une magnifique frappe à l'entrée de la surface. 4-0. La note est salée. Le naufrage est collectif, comme le reconnaît l'entraîneur des électriciens. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire entrer 5 joueurs en 3 temps, en moins de 10 minutes. Je le fais en 2 temps. D'abord, ça mélange mes plans. Et puis, est-ce que j'ai beaucoup à dire? C'est un naufrage collectif. On est passé à côté par rapport à nos 2 matchs que nous avons livrés à Ouagadougou. Bravo à Royal parce qu'on n'a pas existé. L'AS Sonabel n'a pas existé, il faut reconnaître. On a perdu notre jeu karma. Et je pense que c'est ce que vous venez de dire, le début du match n'a pas été à notre faveur. S'il savoure pleinement la victoire, Albert Bambara, le coach des locaux, préfère ne pas s'enflammer. La saison ne fait que débuter. Mais le championnat est encore long, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait 2 matchs nuls. 3e match, c'est une victoire. Ça met l'équipe en confiance. Je pense que c'est une bonne chose pour la suite, quoi, tout simplement. Si la victoire du Royal paraît logique, c'est l'ampleur du score qui interroge les observateurs. Au contraire, d'Albert Bambara qui apprécie le niveau de son groupe. Alors, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est une jeune équipe. Il y a beaucoup de talent dedans. Voilà. Il reste seulement à mettre la discipline, changer beaucoup d'attitudes chez eux. Mais je pense que je n'aurais pas peur avec cette équipe-là. Parce qu'il y a des bons joueurs dedans. Avec ces 3 points, le Royal FC se donne un bol d'oxygène, une victoire, un nul et une défaite en 3 sorties. Pour l'AS Sonabel, le bilan est bien loin des standards du club. 2 défaites et un nul. Une tendance qu'il faudra inverser afin de prétendre à plus dans ce championnat. Retour sur ce plateau pour parler sport, comme on l'avait promis en titre. Nous sommes avec Claude Romba, bonsoir. Bonsoir Geoffroy Va, en tout cas ravi d'être là et donc comme le championnat a repris, voilà. Quelques points déjà rapidement. Quelques points donc de ce championnat. Je pense que aujourd'hui on peut dire que pour cette 4e journée on a été vraiment gâté parce que tout le monde se plaint du fait que dans le Faso Foot on ne marque pas, on marque très peu. Et je pense que j'espère que c'est un réveil donc des attaquants, appétit offensif en tout cas lors de cette 4e journée, puisque vous avez vu tout à l'heure Royal qui a marqué 4 buts face à l'équipe de l'AS Sonabel. Il faut dire également que l'équipe de Salitas du côté donc de Bobo Dioulasso a également marqué 4 buts face à l'ASFB. 4 buts à 0 pour Salitas contre l'ASFB. Et puis également pour toujours les résultats donc de cette première journée, on a vu de ces 4 journées, on a vu l'AS Douane qui a battu Majestic 1 but à 0 et également ce soir même du côté donc du stade Issoufou Joseph Konombo, il faut dire que l'équipe du RCK est tombée face à l'ASEC de Koudougou. Non, c'est l'ASEC plutôt qui a battu le RCK plutôt qui a battu l'ASEC de Koudougou par 1 but à 0. Grâce à un but contre son camp donc de son attaquant Belem qui marque contre son camp, et donc du coup ça permet donc au RCK donc de prendre les 3 points de cette journée. Et puis il faut rappeler également aussi que du côté de Bobo Dioulasso, c'est le Real du Faso qui est tombé sur un os face à Vitesse FC, battu 2 buts à 1. Voilà comme pour quelques résultats donc de cette 4e journée du Faso Foot. On espère que le réveil des attaquants va se confirmer après cette journée parce qu'on en a besoin. Le football, c'est également le spectacle. Et le spectacle, c'est avec des buts. Et quand il y a des buts, il faut dire que les gens sont ravis d'aller au stade. Et j'espère que les entraîneurs vont véritablement se tourner vers l'offensive qui devient de plus en plus, il faut dire, en matière donc de football moderne, je dirais la norme maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus peur. Il faut aussi le dire, parce qu'il faut décomplexer le public burkinabé par rapport au score. Aujourd'hui, on ne doit même plus avoir peur d'encaisser beaucoup. Voilà, je pense que vous avez vu le FC Barcelone qui a perdu 8-2 face au Bayern de Munich. Ça ne veut pas dire que le Barça n'est pas un grand club. Il faut aussi que les clubs comprennent, parce qu'au Burkina, vous voyez, l'équipe de l'AS Sonabel qui perd 4-0, au lieu de se remettre en cause, vous allez voir, si c'était avant, on va dire bon, c'est l'entraîneur qu'on va directement accuser, et puis bon, il est renvoyé. Et donc du coup, ça fait que les équipes ont peur donc d'encaisser beaucoup. Voilà. Alors que si vous mettez l'accent sur évidemment l'animation offensive, il va sans dire que vous vous exposez aussi.
Bon, il faut dire que la doctrine du football aussi, Tout ça a évolué. Parce qu'avant, la victoire était construite sur le fait de ne pas prendre assez de buts. Aujourd'hui, il faut faire du jeu parce que c'est du football spectacle. Derrière, il y a un business. Et même quand vous encaissez et que vous marquez encore plus. Vous devenez un expert en football aujourd'hui. Même quand vous encaissez et que vous marquez encore plus, tant que vous faites du bon jeu, il y a des maillots qui sont derrière, il y a la question du sponsoring, c'est tout un business qu'il y a derrière. Et il faut que le championnat, lui aussi, produise du spectacle. Et c'est ce qu'on attend de notre... Bon, on ne peut plus dire... le nom a changé. Hein. C'est de la Ligue 1. La Ligue 1. Donc on attend ça de notre Ligue 1 pour que les Burkinabés se déplacent nombreux dans les stades parce qu'on veut voir du beau jeu, on veut voir du spectacle. Merci Claude Romba pour ce point. Moi, je m'en vais vous présenter notre invité. C'est Habibou Sana, ancien international burkinabé. Je vais commencer par, avant de lui dire même bonsoir, donner son palmarès et puis chacun se fera une idée et on saura, on va dire, la carrure de la personne que nous avons ici. Elle a été 3 fois vainqueur du championnat féminin de football de Ouagadougou. Elle a remporté la coupe du tournoi du Mourounaba où elle a été sacrée 2 fois meilleur buteur, bon, des buteuses, je ne sais pas comment on dit, meilleur buteur, c'est le bon français. En Guinée équatoriale, avec Agui Levedez, elle s'adjuge la coupe du championnat féminin, donc de Guinée équatoriale. À l'Olympique de Meknès au Maroc, Habibou Sana et ses coéquipiers terminent 4e du championnat. Et avec l'international de Malabo, elle remporte la Coupe du Président, un peu ce que nous avons ici comme Coupe du Faso, et elle termine 2e du championnat. Et en Italie, Habibou Sana remporte en 2008 le tournoi triangulaire donc, de ce pays-là. Ça, on appelle ça un palmarès, football féminin. Et dans un Burkina, où quand on dit football féminin, bon, c'est pas tout le monde qui accroche, mais elle y a cru depuis. Bon, elle a maintenant déposé les crampons, elle vit une retraite très bien, mais elle continue parce qu'elle est donc à la tête du tournoi de l'avenir, un tournoi qu'elle a initié pour encourager ce football féminin-là. Bonsoir Sana. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Ouais, c'est partagé. Bonsoir Claude. Bonsoir. Voilà, un bon palmarès. Hein. Mais bon, je vais commencer pour ceux qui peut-être vous ne maîtrisent pas bien. Commencez déjà sur l'histoire qui est la vôtre pour que vous veniez à ce sport-là. Vous êtes, dans mes recherches, on m'a dit que vous êtes la fille de Missiri Sana. Oui. On l'appelle Capi. Il a été, je pense, capitaine des étalons dans les années 50. Oui. Donc, il vous a donné l'envie déjà de taper dans le ballon très tôt. Mais ce qui est bizarre, c'est que maman ne voulait pas. Oui, maman ne voulait pas, elle m'a trop fatiguée. Ouais, parce que le papa m'encourageait, mais la maman ne voulait pas. D'accord. Et ça n'a pas été facile pour moi pour que je puisse adopter ce sport. Elle voulait que je sois, parce qu'à l'école j'étais un peu intelligent, elle voulait que je suive les études, parce qu'elle voulait que je sois une avocate. Et moi je voulais être professionnelle. D'accord. Et puis il y a un autre nom quand même dans votre vie, c'est Marguerite Karama. Marguerite Karama, bon, c'est ma tante. Voilà, c'est ma présidente parce que au moment que la maman ne voulait pas, j'ai dû faire 2 ans chez elle. Bon, je suis la protégée de Marguerite Karama. D'accord. Et après c'est le Mali, hein, c'est ça? Oui, après le Mali, oui. J'ai été dans le centre de Salif qui était à Bamako. J'ai fait 1 année bon, avant vraiment d'être vrai professionnel. D'accord. Ah ouais. Et après, il y a tout ça. Il y a la Guinée équatoriale, Maroc, Italie. Oui, la Guinée équatoriale. Bon, Guinée équatoriale m'a lancé vraiment. Parce que quand je jouais là-bas, j'étais vraiment une star plein. Et avec des feux, tout, voilà. J'étais vraiment une professionnelle, puis en Guinée équatoriale. Et M. Kourou même peut témoigner parce qu'une fois, il a dû venir chez moi pour me faire des interviews. D'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce que, quand vous êtes en Guinée équatoriale, vous vous dites, voilà ici, apparemment le football féminin, on connaît sa valeur, les joueuses, elles sont respectées comme il le faut, mais vous avez une passion depuis le début. Depuis Ouaga ici, et c'est pas possible, c'est pas la même chose, c'est pas le même univers. Quand vous revenez par moment à Ouaga, est-ce qu'il n'y a pas un genre de pincement au cœur? Bon, ce qui a fait que j'ai initié ce tournoi même, c'est parce que quand je suis en Guinée équatoriale, je vois que le football est développé, je vois que le Guinée équatoriale a une équipe nationale, je vois qu'on prend les footballs féminins, c'est de l'or là-bas, et chez moi c'est le contraire. Donc, je me suis dit que pourquoi pas ne pas essayer de donner ce tournoi aux filles. Parce que moi, mon objectif premier, c'était d'avoir une équipe nationale. Parce que quand je suis rentré, il y avait l'absence de 6 ans, il n'y avait pas de championnat, il n'y avait pas de tournoi, il n'y avait rien.
Et pour moi, l'idée était de vouloir mettre une équipe nationale en place. Bon, je peux dire vraiment avec l'appui des autres, aujourd'hui, le Burkina a une équipe nationale. Et je peux dire aussi grâce à ce tournoi. C'est ça. Donc, vraiment, je me réjouis, quoi. Vous avez fait œuvre utile. Non, je dis qu'elle a fait œuvre utile. Non, c'est pour dire que, bon, c'est quand même l'une des pionnières. Hein. Elle fait partie des pionnières qui ont embrassé donc, la carrière professionnelle au niveau donc, du football féminin. Je pense qu'elles ont ouvert la voie. Et d'autres se sont engouffrés. Et puis bon, je pense qu'elle n'a pas voulu jouer pour l'équipe nationale de la Guinée équatoriale. Sinon, il y avait une légion burkinabé qui était là-bas maintenant. Elle n'a pas voulu jouer. Qu'est-ce qui a fait la décision? Parce que vous voyez votre pays, bon, le football féminin n'est pas développé, il n'y a même pas d'équipe. Vous êtes en Guinée équatoriale, vous êtes chouchouté, tout le monde vous veut dans l'équipe nationale. Mais vous dites non, pas la peine. Oui, je me rappelle quand Claude Roma était venu là-bas, c'était en 2012 pour me faire les interviews quand j'étais en Guinée équatoriale. J'avais refusé carrément de prendre la nationalité guinéenne. C'est pas parce que je n'aime pas la Guinée équatoriale, tout le monde m'aime là-bas. Et ce qui a fait que j'ai refusé, c'est que moi, je voulais vraiment que mon pays ait une équipe nationale. Du fait que je prends la nationalité guinéenne, je ne peux pas jouer pour mon pays. C'est ça. Et je ne peux pas mettre vraiment ce que j'ai eu cette année. Bon, je dis cette année, j'ai eu dans ma carrière, c'était vraiment difficile. Et je voulais vraiment, c'est pour ça que j'avais refusé catégoriquement de prendre la nationalité avec les propositions qu'ils m'ont fait. À ce moment, j'étais très jeune, beaucoup d'argent. Bon, j'ai refusé carrément, j'ai dit non. Et pour beaucoup d'argent, hein, vous dites. Ils ont mis combien sur la table? On ferme le close, mais c'était beaucoup d'argent au moins. Et j'ai dit non, bon, je préfère avec l'idée de patriotisme et porter le maillot de mon équipe nationale. Et à ce moment même, je ne savais même pas que si on aurait une équipe nationale. Et j'ai dit bon, soit que la fédération met une équipe nationale ou quoi, moi je mettrai l'équipe nationale en place. Et quand je suis venu, j'ai tapé les portes de gauche à droite. Je me rappelle que ma première édition, je l'ai organisée moi-même avec mes propres fonds, sans soutien, sans rien. Parce qu'il fallait d'abord au moins un tournoi pour qu'on puisse avoir des talents et tout ça. Oui, et à ce moment, j'ai fait national. Toutes les 45 provinces, j'ai empêché des équipes venir. J'étais coach, j'étais promotrice, j'étais l'organisateur, j'étais tout. Et ça a été une réussite pour la première édition. Deuxième édition, pareil. Troisième édition, pareil. C'est quatrième édition que le gouvernement m'a accompagné. Et puis la population, j'ai commencé à avoir des sponsorings de Kaiser, de l'ONAB. Ah non, on cite personne ici. Hein. Donc c'est plutôt le tournoi qu'on a en image qui est quand même à sa 10e édition aujourd'hui. C'est bien ça, 10e édition, mais ça n'a pas été facile, vous le dites dès le début. Mais c'est quoi? On n'a pas confiance au football féminin ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le problème ici, le football féminin, je me suis dit que ils n'ont pas confiance au football féminin. Ça, c'est de un. Et de deux aussi, ils ne mettent pas les moyens. Ils n'encouragent pas les footballeuses. Mais il faut qu'on les encourage pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Je ne peux pas imaginer que... bon, maintenant, ça va. Mais avant... Tu finis de jouer, tu pars, c'est difficile, il faut taper de gauche à droite pour pouvoir manger. C'est vrai que ce qu'elle dit, c'est tellement vrai que, on se rappelle, hein, les étalons dames sont qualifiés pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Ben, on a vu comment elles ont été traitées, et même pas pour les encourager, parce que ces filles-là qui ne savaient pas combien elles devaient avoir comme prime de match, ne savaient même pas que ça allait arriver à 500 000 francs la prime de victoire, elles n'en savaient rien, elles me l'ont dit, mais si on savait, on pourrait nous encourager avec ça. C'est quand elles ont été éliminé, on dit mais écoutez, votre prime était fixée à cela et ceci. C'est dit qu'il y a quand même voilà, on ne prend pas forcément au sérieux cette équipe nationale, le football féminin, mais bon. Je pense que les choses sont en train de changer aussi. Ouais, et puis le problème majeur aussi est que la FIFA sponsorise 50% pour le football féminin et puis la CAF donne quelque chose pour le football féminin. Bon, je ne sais pas pourquoi on n'encourage pas les footballeuses, le football féminin. Ils sont délaissés eux-mêmes. Bon, mais je pense que dans l'avenir, ils vont changer parce que ça serait difficile de continuer comme ça parce que c'est un métier. Moi, je vis de football féminin. Aujourd'hui, je suis devenue PDG de Sana Pro Cleaning parce que j'ai donné à fond
et que je suis là où je suis aujourd'hui. Par exemple, si j'avais resté, c'est bien vrai que mon papa était footballeur, et lui m'encourageait parce que souvent que si ça n'allait pas, il me payait mon billet, tout, je partais faire les formations de gauche à droite. Mais c'est peu de personnes qui a la chance comme j'ai eu pour pouvoir s'en sortir comme ça. Donc si mes parents ne m'avaient pas mis les moyens, aujourd'hui là où je suis, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Burkina a une équipe nationale. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que vraiment qu'il met vraiment les moyens et qu'ils essaient d'encadrer et puis essayer de soutenir le football féminin. Ils vont voir que vraiment ça va. Comme pour les hommes, quoi. C'est-à-dire, par exemple, c'est que chez les hommes, il y a un salaire minimum qui est là. Oui, en Afrique du Sud, les féminins et puis les hommes, ils ont à peu près le même salaire que le ministère a fixé et il prend. Bon, même s'il ne peut pas faire ça, au moins la moitié. Fait les primes, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, imaginez en cas de victoire, ça fait quoi, 3 millions pour les filles. Et comme ça, même s'il ne peut pas donner totalité, au moins qu'il vote budget pour le féminin. Voilà, c'est ce que moi mon souhait. D'accord. Mais pour revenir un peu derrière, c'est que je pense en 2012 que vous arrêtez. Non, en 2013. 2013, oui. Une blessure au genou. Non, c'est pas au genou, mais au niveau des chevilles. Chevilles, ok. Voilà. Et là, vous ne pouvez plus continuer, mais vous vous dites, bon, écoutez, quand cela ne tienne, on peut toujours apporter ce qu'on peut pour améliorer le sport féminin. Mais on se dit aussi, bon, vous aurez pu tout laisser tomber, être découragé à un moment donné. Vous dites, vous avez votre propre entreprise parce que vous vivez aux États-Unis aussi, vous avez une entreprise qui est Pro Cleaning, c'est la sonde Pro Cleaning. On se dit, bon, ça n'a rien à voir avec ce domaine-là, vous pourriez rester et faire votre vie, mais pourquoi cet attachement, cette envie, cette obsession de se dire, bon, écoute, mais je ne sais, il faut que je les accompagne? Bon, c'est pour dire que, vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas ramasser la farine avec un seul main, il faut que tout le monde met les mains et là on pourra ramasser. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je continue en étant là-bas, même j'envoie les fonds pour qu'ils puissent organiser le tournoi jusqu'à on atteint 10e édition. Je ne sais pas faire quelque chose à moitié. Et quand moi je fais quelque chose, je fais à fond. Je ne suis pas fake. Voilà, je suis vraiment... ce que je veux faire, je brûle pour pouvoir parce que je veux que le Burkina ait une équipe nationale compétitive. Ça, c'est pour ça que je mets vraiment les moyens pour soutenir mes soeurs, pour essayer de les encourager. Je peux dire que voilà, aujourd'hui, on a des professionnels, on a au moins 5 professionnels. Et je peux dire que grâce à mon tournoi, parce que le problème, c'est que quand j'avais commencé à organiser, il n'y avait rien, on ne parlait pas du football féminin. Aujourd'hui, on a des professionnels, et qui sont hors du pays, qui s'en sortent. Et quand ils vont revenir, et avec la sélection, voilà qu'ils ont beaucoup d'expérience. N'importe quel match qu'ils vont faire, ils vont donner à fond. Et c'est un acquis pour le Burkina. Et puis, ça fait que ça soulève le nom. En étant là-bas en juin, on va dire la Burkinabé ou la Burkinabé, elle a fait comme ça. Parlement, ça vend l'image même du Burkina en étant à l'étranger. Donc, vous avez à cœur aussi d'ouvrir un centre de football, c'est ça? Oui, bon. Ça, c'est un projet que j'avais, projet de 2 milliards que j'avais déjà établi pour ouvrir. Bon, mais paix à âme de mon papa parce qu'il voulait m'aider vraiment à faire ce truc. Ce centre-là. Bon, Dieu décide autrement et là maintenant, c'est à moi maintenant de chercher des sponsoring de gauche à droite pour pouvoir mettre ce centre en place. On espère que vous allez le réaliser au moins pour ce qu'il a voulu et tout. Et justement, aujourd'hui, lorsqu'on parle du football féminin, est-ce qu'il y a des noms de filles qui vous parlent? Quand vous les regardez, vous dites, oula, on a vraiment des capacités. Qui dans son jeu, vraiment vous épate? Ok, la capitaine des étalons. Charlotte Mingogo. Voilà, Charlotte Mingogo, vraiment, elle se donne à fond. Et manière qu'elle joue, ça me plaît beaucoup. D'accord. Et après, il y a l'autre truc là, Kaboré, c'est une certaine Adèle Kaboré. Elle aussi, elle est bien. Cabré, elle est bien. Elle vraiment, elle se donne à fond. Et puis, vraiment, présentement, toutes les joueuses là, quand je les vois jouer, je suis ému, je suis comblé de joie parce que c'est moi, mes rêves qui sont en train de se réaliser.
Donc vraiment, elle donne à fond. Et puis, elle essaie de réaliser ce qu'elle peut. Mais je voulais souligner aussi, pour convoquer les filles à la sélection, ils n'ont qu'à donner les filles au moins 3 à 4 mois. Et puis, les faire sortir hors du pays pour compétir avec les autres. Avoir des matchs amicaux internationaux. C'est ce qui nous a manqué au niveau de la CAN. Parce que quand je suivais les matchs, on n'arrivait pas à rentrer dans les 6 mètres des buts. Et à un moment donné, tu sens que la condition physique les manque. Et c'est ça vraiment qui a apaisé qu'ils ont perdu les matchs. Et à ce moment, ils pouvaient vraiment donner... S'ils avaient des matchs amicaux de gauche à droite et puis on les a mis au regroupement ensemble au moins 3 mois. Parce que c'est les filles, c'est différent que les hommes. Les hommes, on peut faire le regroupement one month parce que eux, ils ont l'habitude de jouer partout. Mais pour les filles, c'est difficile parce que c'est juste le championnat qu'ils attendent ou c'est le tournoi qu'ils attendent. Il n'y a pas de maracana, ils ne jouent pas dans les quartiers comme les hommes. Donc du coup, pour que vraiment ils puissent avoir une équipe nationale bien compétitive, qu'on les appelle au moins 3 mois et puis mettre les moyens. Parce que j'ai regardé dans les réseaux sociaux et les filles n'arrivaient même pas à bien manger et c'était difficile pour la nourriture. C'est vrai qu'on a vu Pascal et il y a un qui a dénoncé et puis on l'a écarté carrément de l'équipe. Et j'ai oublié son nom, elle a dénoncé de ce on l'a vu, mais après ça a été expliqué par le fait qu'elle a eu une blessure et elle-même elle a confirmé et tout. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a une réalité quand même dans l'accompagnement du football féminin dans lequel on doit faire quand même beaucoup plus d'efforts. Ça c'est une réalité. Parce que le problème, quand on dit national, là, c'est pas... Parce que national c'est tout le monde. Tout le monde se sent concerné. Si le football féminin qui sont partis jouer à Maroc, s'ils avaient remporté, c'est le Burkina qui a gagné. Au lieu que avant que ce soit les joueuses, nous tous on est contents et puis on est heureuses. Mais quand ça devient comme ça, c'est difficile. C'est pour ça que je dis que moi je n'aime pas faire les choses à moitié. Quand moi je fais quelque chose, je glue seulement pour que tout ça soit bien. Parce que vraiment quand tu dis que tu aimes ton pays, il faut te sacrifier pour ça. Donc on peut prendre rendez-vous pour la 12e édition. Ouais. L'année prochaine. L'année prochaine. Évidemment. Ouais. Est-ce que les prix vont connaître aussi une hausse parce qu'on voit que vous battez beaucoup pour les filles aussi? Bon, on va. Je pense que. Vous allez essayer. On va essayer. Parce que je n'aime pas dire quelque chose et puis n'est pas fait. Mais là, vous avez signé un contrat désormais avec la Ligue régionale de football féminin et de la Ligue régionale de football. Oui, on est en train d'élaborer un partenariat avec la Ligue professionnelle pour qu'ils puissent organiser. La Ligue régionale. La Ligue régionale. Voilà, pour qu'ils puissent organiser le tournoi parce que c'est pas simple. Quand tu es là et puis tu envoies, c'est difficile. Bon, mais si c'est avec la Ligue, tout est papier, tout est truc, et voilà, je pense que ça serait bien. Donc ça va être dans un cadre maintenant plus formel avec la Ligue régionale qui organise donc le championnat masculin et même le championnat féminin. Je pense qu'avec ça, sûrement qu'avec leurs respectifs, il est évident que vous allez donc aller aussi, la qualité donc de l'organisation va aller en s'améliorant. Je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir aller avec la Ligue. Donc c'est l'occasion aussi de remercier mon ami personnel qui file le withdraw de la Ligue régionale. Mais voilà, vraiment, ça veut dire que quand c'est bien, il faut le dire aussi que c'est bien. Voilà. Et je profite de ce plateau pour dire, même mon tournoi que j'organise cette année, j'ai tapé toutes les portes. On n'essaie pas je ne veux pas dire, je ne sais pas de marque, je n'ai pas eu de soutien, sauf Moro Nava qui m'a donné 50 000. J'ai dépensé 18 millions pour mon tournoi, je n'ai pas eu de soutien. Alors que normalement, vraiment, le Burkina a l'équipe nationale féminine, tout le monde connaît. Au moins, ce minimum, c'est de soutenir les activités, le football féminin. Mais quand tu pars, il faut le venir demain, après-demain. Donc, vous voyez. C'est la réalité. On espère qu'avec la Ligue, il y a beaucoup d'allègements qui se feront. Mais bon, j'ai toujours une question sur... Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on a reçu ici, même, je pense, vous avez eu l'entraîneur, Pascal Savadougou. Il nous a dit la réalité.
C'est dit, il faut d'abord discuter avec les familles pour accepter qu'on laisse la fille venir. Et même quand ils ne les voient pas, quelquefois il faut appeler, elle est en train de finir les tâches ménagères même avant de venir. En fait, c'est la réalité du football féminin aujourd'hui. Moi, quand j'écoute votre cas, je me dis, bon, si quelqu'un même qui avait son papa qui était appelé le capi, footballeur, et qui est obligé de quitter la maison parce que maman n'est pas d'accord, on voit que c'est pas simple. C'est pas simple, parce que le problème c'est quoi? Eux, ils ne voient pas l'avenir dans le football féminin. Ils ne te voient pas parce qu'ils voulaient que je sois une avocate. On voit une fille, elle doit se marier. Se marier, être truc. Mais toi, tu quittes. Cuisinière et tout. Tu quittes carrément, tu laisses les bancs, tu dis que non, tu veux te donner au football. Et puis, tu ne vois pas ton avenir. C'est pas simple pour les parents. Mais si vraiment on met les moyens, on essaie de les encadrer bien, les parents même vont laisser les filles partir s'entraîner parce qu'ils vont dire que le football féminin, il y a de l'avenir dedans. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent l'exemple de moi. Voici Abibou Sana, elle a joué, aujourd'hui elle est comme ça. Bon, quand j'ai commencé, il y a d'autres qui laissaient les enfants venir parce que souvent, les rentrées, je payais des fournitures pour aider, payer quelques motos pour donner quelques joueuses à mon temps, au moment que j'organisais ma première édition. Mais ça n'a pas été facile. Mais c'est ce qui me manque. Par exemple, si tu es là, ton enfant va aller jouer et puis revenir, battre avec toi dans le même plat, c'est difficile. C'est ça. Il faut d'abord fixer des salaires. Parce qu'il faut dire que c'est vraiment à l'étape très embryonnaire le football féminin parce que comme elles sont assez très jeunes, je pense qu'il n'y a pas de salaire comme ça pour les filles. Du moment où au niveau des hommes aujourd'hui on voit le football féminin, le football masculin bénéficie donc du soutien donc du soutien du gouvernement qui permet donc de donner une subvention aux clubs de première division et de deuxième division. Au niveau donc des filles il n'y a rien. Peut-être qu'il faut penser aussi à soutenir ces filles-là, même si ce n'est pas au même quota, mais de toute façon, leur permettre également aussi d'avoir une subvention pour le football féminin parce que c'est un produit qui est en train d'être développé par la FIFA, parce que quand on regarde aujourd'hui, la FIFA met énormément de moyens pour le développement donc, du football féminin. Il y a beaucoup de projets, mais également aussi au niveau donc, de la fédération, aussi, c'est de postuler à des projets donc, de FIFA Forward dans le cadre donc, du football féminin, parce qu'il y a beaucoup d'argent que la FIFA injecte en tout cas pour des lignes, pour que vous postulez donc à ce projet, un projet bien élaboré, bien ficelé, qui va permettre donc l'épanouissement donc, du football, en tout cas le développement du football féminin. Je pense que c'est des actions comme ça, et c'est en cela donc des personnalités comme Abibou Sana peut permettre donc peut-être d'ouvrir des portes, pourquoi pas ambassadrice ou des choses comme ça, pour permettre donc d'ouvrir des portes et puis permettre donc de continuer et puis même faire la promotion du football féminin. Je pense que c'est très bien avec ce tournoi-là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Avant, il y avait le tournoi international de Marguerite Karama, le tournoi des 5 nations qui a disparu, qui à un moment donné s'était mué en tournoi international du football de Ouagadougou aussi qui a disparu. Et là, ce n'est que le tournoi donc, de l'avenir du football féminin qui existe. Ça veut dire que si on veut on peut développer le football, rien n'est plus indiqué que des compétitions dans lesquelles les filles jouent et qu'elles aient un cadre pour pouvoir s'exprimer. Or, il n'y en a pas. Il n'y a que le championnat et donc la Coupe du Faso. Or, la Coupe du Faso, dès que vous êtes éliminé, c'est en un seul match. Comment une équipe peut se préparer toute une saison pour jouer un seul match? Ça va être difficile de pouvoir donc promouvoir le football féminin. Je pense qu'il faut multiplier donc ces genres de tournois et on espère que également aussi vous allez encourager ou en tout cas permettre aux gens aussi de s'intéresser au football. Merci beaucoup, félicitations à vous et bon courage. Merci beaucoup, Claude. On va espérer donc le meilleur. C'est quoi? Vous êtes déjà à 10 éditions, 11 éditions? Non, 10 éditions. 10 éditions. Ouais. Donc on va vous espérer le meilleur pour. Mais il y aura des innovations pour l'édition nouvelle, mais on n'est pas encore entré dans le laboratoire pour réfléchir. Non, je pense qu'il y aura des innovations pour les éditions à venir. Parce que moi-même, je suis en train de travailler de gauche à droite pour chercher des sponsoring de gauche à droite. Depuis les États-Unis, depuis les États-Unis, vous avez de bons sponsors. Voilà. Depuis les États-Unis. C'est-à-dire que ça va changer le nom aussi. Oui, en tout avec cas. Avec un naming aussi. Ouais, vraiment, je suis en train de travailler vraiment dur pour pouvoir essayer d'avoir une innovation, essayer de
Et donner, bon, c'est comme ce que Claude dit, ça peut changer de nom, on ne sait jamais, mais avec le temps, on va voir comment ça va donner. D'accord. En tout cas, permettre à ces filles-là de pouvoir croiser les crampons et puis garder, on va dire comme ça, la pratique de ce sport-là. C'est très important. Yeah. En tout cas, on est arrivé au terme de ce JDS, journal du dimanche soir, au terme aussi de cet échange. Merci Sana d'être passé à Bibou. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec vous et on espère que ce football préliminaire aura donc ce soutien. Merci Claude Lombard. Merci à vous, je vous en tout cas très ravi d'être là. Et puis, voilà, c'est terminé pour ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. On va se retrouver dimanche prochain pour un autre numéro. Et d'ici là, portons-nous bien.